toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Les entrepreneurs guinéens ont de l'imagination, cap sur la décoration à base de déchets de papier et de carton avec une jeune créatrice astucieuse. Ce design en noir là, il est fait à base de carton. J'utilise également les pics de brochette, les pics en bois de brochette, donc voici. Et grâce à 2MH Création, ces cartons sont recyclés. Faut-il avoir confiance dans la crypto-monnaie? Les autorités nigérianes se méfient et imposent des sanctions. Certains d'entre nous ne comprennent toujours pas en quoi consiste la mesure. Cependant, au moment où cette mesure a été promulguée, le jour même, j'ai dû désinvestir immédiatement. Du miel africain pour concurrencer les grands producteurs mondiaux, le Burkina Faso s'est lancé dans l'aventure. Nous travaillons également sur l'acteur principal même, c'est-à-dire sur les abeilles, à savoir sélectionner les meilleures colonies pour avoir le plus de rendement. Depuis 2019, la fin de l'importation de déchets recyclables par plusieurs pays asiatiques, dont la Chine, a débouché sur l'accumulation des papiers et de cartons en Occident. Mais en Afrique, ces matériaux recyclables font parfois le bonheur d'entrepreneurs inspirés. C'est ainsi qu'en Guinée, Muriel, tout juste 23 ans, s'épanouit dans la transformation des déchets papier et carton. Et ça marche, diplômée en banque et assurance, elle gagne maintenant sa vie dans la décoration intérieure. Un métier appris sur le tas et dont elle veut faire un tremplin pour bâtir un empire de décoration éco-responsable. Un reportage de Sayon Kourouma. C'est le quotidien de Muriel. Ramasser chaque jour chez des commerçants des cartons usagés jetés à la poubelle. Monsieur Camara, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, vous avez des cartons pour moi? Ok, super. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Ces cartons constituent un trésor pour la jeune entrepreneure guinéenne. Muriel procède à un tri dans le but de redonner très rapidement à ces cartons une seconde vie. Généralement, soit ils jettent les cartons ou soit ils préfèrent le brûler. Or, moi, j'aime pas trop lorsqu'on brûle le carton, ça dégrade l'environnement, ça pollue un peu l'environnement. Donc, c'est mieux que je récupère ces cartons vu qu'eux n'ont pas besoin. Moi, j'en ai besoin pour faire fonctionner l'entreprise et je les recycle. Ces cartons sont ensuite emballés et transportés par la décoratrice de 23 ans. L'initiative de Muriel se veut éco-responsable. Ok, monsieur Camara, merci beaucoup. À la prochaine. Alors, vous vous imaginez un peu si tous ces cartons se retrouvent dans nos carnivaux ici ou dans nos poubelles. Donc, tout cela va salir notre ville. Donc du coup, c'est pourquoi 2MH Création contribue un peu à la propreté de la ville, tout en protégeant également l'environnement. Ces cartons constituent donc la matière première pour la fondatrice de 2MH Création. Avec ces déchets, Muriel fabrique des objets d'art de toutes sortes. Souvent, j'utilise les cartons pour faire les designs d'horloges. Les designs d'horloges à l'image de ce bijou fabriqué à base de carton. La décoratrice revend plus tard son œuvre d'art à 300 000 francs guinéens, soit 30 €. Ce design en noir là, il est fait à base de carton. J'utilise également les pics de brochette, les pics en bois de brochette, donc voici. Et grâce à 2MH Création, ces cartons sont recyclés. Et ça fait ce magnifique design. Muriel se sert aussi des papiers. Avec cette autre matière, la jeune entrepreneur confectionne des objets d'art originaux. Et également, celui-ci, il est fait comme papier. Donc, les tiges là, c'est du papier rame que j'ai plié, après j'ai peint. Et les papillons autour, ce design-là, il est fait en papier. Donc là, nous avons que du papier. Voilà, comme support également, j'ai pris du carton. Et là, j'ai un truc là pour accrocher. Donc, il est très facile à accrocher, très pratique. Et ce petit business marche aujourd'hui à merveille pour Muriel. Son téléphone crépite à tout moment. Ce jour-là, au bout de la ligne, une cliente en provenance de Paris. Ok, d'accord. À tout à l'heure alors, madame.
Merci beaucoup. Muriel, toujours occupée, a rendez-vous ce matin-là avec Tawel pour décorer son nouveau salon de coiffure. Bonjour madame. Coucou Muriel. Vous allez bien? Oui, ça va. Si Muriel arrive à vite trouver des clients comme Tawel, c'est grâce surtout aux réseaux sociaux. À peine 3 ans après la création de son business, la jeune fille a collaboré avec une vingtaine d'entreprises, à l'image de la propriétaire de ce salon de coiffure en rénovation. Son travail, comme dans ce salon de coiffure, n'est pas seulement de décorer. Muriel conseille également ses clients. C'est Clarent, incontournable en Guinée. Et je trouve que c'est la meilleure. Et à Conakry, je pense que c'est la seule qui est dans ce domaine-là, en fait, de la déco papier. Et ça, c'est révolutionnaire, je peux le dire, vous voyez. Les prestations de la jeune décoratrice guinéenne varient en fonction des besoins de ses clients. Ici, dans ce salon, sa prestation va lui rapporter 100 €, sans compter le fait que sa cliente du jour, Tawel, lui a laissé la latitude de décorer le salon selon sa convenance. Wow, non, c'est super joli. Merci pour tes conseils et merci pour le rendu. Je vous en. Ouais. Et je tiens à préciser que j'ai aucune idée. Donc toutes ces idées-là viennent d'elle. Voilà, je lui ai dit quartier libre, voilà le budget et je veux un rendu. Et franchement, je suis satisfaite. Pourtant, Muriel n'a jamais appris ce métier de décoration d'intérieur dans une école. L'aventure a commencé ici pour la jeune entrepreneur en 2018, lorsqu'on lui a confié la tâche de décorer son église. Depuis cette date, celle qui était destinée à travailler pour une institution bancaire décide de changer de casquette. L'église a été le déclic, c'est grâce à ça que j'ai découvert ce talent qui sommeillait en moi. Je n'ai jamais fait de décoration auparavant et là on me dit de faire une décoration. Et en plus le budget qu'on m'a donné c'est un budget de 300 000 francs guinéens. Donc déjà je me demandais comment j'allais décorer une si grande église avec 300 000 francs guinéens. Et j'ai décoré l'église ce jour. D'ailleurs c'est avec le reste des papiers que j'ai créé l'entreprise, que l'entreprise a démarré. Oui. Depuis 2018, son projet cartonne. Elle s'est perfectionnée grâce aux tutos qu'elle regarde sur YouTube. Progression aujourd'hui saluée par sa maman. Je la vois faire les choses comme ça, là, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je t'adore. Que Dieu te donne plus d'inspiration. Amen, amen. Et aujourd'hui, le projet de Muriel gagne du terrain. Un projet qui s'est amélioré au fur et à mesure des prestations et des commandes. Pour l'entrepreneur, la seule chose à faire est d'oser, oser entreprendre. Moi, j'ai fait des études de banque et assurance et j'ai déposé pas mal de dossiers dans plusieurs banques pour qu'on puisse me recruter. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces banques ne m'a appelé. Or, si j'étais restée là à ne rien faire, je serais au chômage. Donc, nous avons du potentiel. Les jeunes Africains ont beaucoup de talent, ont beaucoup de potentiel. Il suffit juste de trouver ce petit talent qui sommeille en toi et de le valoriser. Le monde de l'entrepreneuriat, cette diplômée en banque et assurance l'avait toujours regardé de loin. Ce métier qu'elle a réussi à développer pour en faire une passion, Muriel l'a appris sur le tard. Et aujourd'hui, épanouie plus que jamais, la jeune fille de 23 ans entend bâtir dans quelques années un empire de décoration à Conakry. Le Kenya traverse une période financière délicate. La dette extérieure du pays inquiète alors que le gouvernement veut atteindre un déficit budgétaire de 6% sur le prochain exercice fiscal contre 7,6% cette année. Pour couvrir ce trou budgétaire de 7,5 milliards de dollars, des choix difficiles sont sur la table. L'augmentation des impôts est une possibilité. Le Kenya voudrait essayer de préserver le niveau de vie des habitants et les dépenses de santé en misant sur une augmentation de 10% des droits de douane de certains produits comme les articles de luxe. Visa, l'un des principaux acteurs mondiaux des paiements électroniques, a inauguré à Nairobi son premier studio d'innovation en Afrique. Il en existe déjà 6 dans le monde. Sur le continent, Visa a pour intention de stimuler une communauté de développeurs et de clients extérieurs dans un esprit de co-création de solutions de paiement et d'e-commerce. L'an dernier, sa coopération avec Safaricom a mené à l'utilisation de la carte Visa par 150 000 marchands de la solution de paiement mobile M-Pesa.
La Banque centrale du Nigeria perd patience à l'égard des crypto-monnaies. Elle vient de sanctionner 3 banques, Stanbic, la filiale nigériane de Standard Bank, Access Bank et United Bank of Africa. Les 3 institutions se voient infliger des amendes pour avoir négligé de clôturer des comptes de crypto-monnaies. Souvenez-vous, cette interdiction faite aux banques nigérianes de maintenir des comptes de crypto-monnaies est effective depuis février 2021. Dans le pays le plus utilisateur de crypto-monnaies du monde après les États-Unis, l'interdiction avait surpris, comme l'avait constaté notre correspondant Hugo Uyana à Lagos et Abuja. Regardez. Le commerce des crypto-monnaies s'est développé au Nigeria, l'une des plus grandes économies d'Afrique depuis plusieurs années déjà. Récemment, la Banque centrale du Nigeria a notifié les banques de dépôt, les institutions non financières et d'autres institutions financières de ne pas s'engager dans la crypto-monnaie ainsi que d'autres actifs numériques. Le 5 février 2021, elle a émis un avertissement sévère et a rappelé aux institutions financières locales de ne pas effectuer de transactions en crypto-monnaie ni de faciliter les paiements en crypto-monnaie. Elle a également demandé aux institutions financières de fermer immédiatement les comptes des personnes ou entités effectuant ou exploitant des transactions en crypto-monnaie. Certains d'entre nous ne comprennent toujours pas en quoi consiste la mesure. Cependant, au moment où cette mesure a été promulguée, le jour même, j'ai dû désinvestir immédiatement. J'ai désinvesti certains de mes placements Bitcoin et c'est alors que j'ai découvert que la valeur du Bitcoin avait de nouveau augmenté récemment et je me suis sentie tellement frustrée. Treasure Iroro est l'une des millions de Nigérians qui utilisent des crypto-monnaies. Le Nigeria, cette puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, se classe désormais au 3e rang des principaux pays pour les volumes d'échange. Avec $100 dépensés en moyenne sur chaque transaction, il n'y a aucun doute que les Nigérians trouvent les crypto-monnaies attrayantes. La crypto-monnaie pour moi n'est qu'une source de revenus secondaire, plus comme un revenu alternatif. Je travaille de 9 à 5, mais c'est quelque chose que je fais à côté. Et cela n'interrompt pas mon travail. J'ai commencé récemment, pas très longtemps, et je pense que je l'ai fait parce que c'était ce qui était à la mode. Tant d'amis s'y engageaient. Ils ont continué à parler de Bitcoin, de l'Ethereum et de ce genre de choses, et je pensais que je ne voulais pas être exclu de cela. Alors je les ai rejoints et j'ai gagné de l'argent. Le succès de cette forme alternative de paiement suscite un malaise parmi les autorités monétaires africaines et le Nigeria ne fait pas exception. La Banque centrale du Nigeria doit revoir cette mesure car en 2020 seulement, le volume de transactions de Bitcoin à lui seul s'est élevé à des milliards de naira pour le Nigeria seul, sans parler d'autres pays africains. La crypto-monnaie a offert de nombreuses opportunités à ces jeunes. Ce que la Banque centrale devrait faire est de s'asseoir à nouveau avec les parties prenantes et revoir cette politique, car elle profite à tous, la Banque centrale, aux banques en général, mais également aux jeunes. Il est estimé que 65 millions de dollars de transactions en crypto-monnaie sont effectuées chaque mois sur des plateformes locales d'échange de crypto-monnaies au Nigeria. Avec la flambée des chiffres et les rendements financiers en jeu, la Banque centrale nigériane va-t-elle reconsidérer sa position ? De manière réaliste, nous devons accepter que les crypto-monnaies sont là pour durer. Il y a les débats, mais ce que nous constatons ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'acceptation institutionnelle. Je pense que nous devons commencer à voir comment tirer parti de la crypto-monnaie et de gérer le côté négatif potentiel qui pourrait également être une perte d'investissement. Parce que si vous épargnez en crypto-monnaie, en une journée, vous pouvez avoir des fluctuations d'environ 10%. Ainsi, un investisseur qui n'a pas les connaissances adéquates peut perdre beaucoup d'argent, mais nous devons trouver un moyen de l'adopter et nous savons que les banques centrales du monde l'ont accepté. Je pense que c'est l'une des choses que la Banque centrale devrait considérer. Avec une population jeune et dynamique, un écosystème technologique innovant, une monnaie instable, une activité de transfert de fonds élevée et des profits en flèche pour les investisseurs, le nuage d'incertitude planant autour du marché du Bitcoin pourrait ne pas persister trop longtemps. Surtout parce que l'économie mondiale a déjà adopté les crypto-monnaies. Le Nigeria, l'une des plus grandes économies d'Afrique, ne voudra certainement pas être laissé pour compte.
Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Afreximbank, la banque africaine de financement de l'import-export, vient d'ouvrir un fonds de 4 milliards de dollars pour permettre aux États africains de faire face à l'impact de la guerre en Ukraine sur les importations et les coûts alimentaires. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti que la fermeture du port d'Odessa compromettrait la livraison de cargaisons de pois cassés et d'orge destinées à l'Afrique subsaharienne. En Afrique de l'Est, les surcoûts d'achat de matières premières agricoles vont peser sur l'alimentation d'urgence de populations fragilisées. Et cela alors même que la région est confrontée à une sécheresse catastrophique. Pendant ce temps, le ton monte entre le gouvernement nigérian et les actionnaires du producteur de gaz naturel liquéfié Nigeria LNG. Le gouvernement reproche aux actionnaires qui sont les grands majors pétrolières Shell, Total et Eni de tarder à acheter les matières premières supplémentaires nécessaires à l'augmentation de la production de gaz. L'idée serait d'exporter plus de gaz naturel liquéfié nigérian vers l'Europe pour remplacer les importations russes. Mais l'Afrique peut-elle se substituer, même en partie, aux géants énergétiques russes, ou bien va-t-elle souffrir elle aussi de la crise ? Pour comprendre cette situation paradoxale, notre correspondant à Lagos, Sharafa Abagoun, a parlé à un expert, éditeur de la revue nigériane Pétrole plus Gaz, Toyin Akinosho. Toyin Akinosho, bonjour. Comment analysez-vous l'impact de la situation actuelle pour l'Afrique ? Qui seront les gagnants et les perdants sur le marché des exportations de pétrole et de gaz ? L'Afrique ne profite pas de la hausse du prix du brut car la plupart de ces pays sont défaillants en termes de production. La production du Nigeria est en baisse, la production ghanéenne est en baisse également. La Côte d'Ivoire ne s'en sort pas très bien en termes de volume. L'Algérie et l'Égypte se portent très bien en termes de production de gaz, mais en termes de pétrole brut, les pays qui produisent en grande partie du brut, y compris l'Angola, la production est en baisse. Ainsi, lorsque vous avez plus de $100 par baril, il faut en profiter. Malheureusement, ces pays ne profitent pas suffisamment du prix de ces barils. Désormais, les gagnants sont les entreprises. Une entreprise n'a pas le même genre de défi qu'un pays. Donc, si vous produisez plus de brut et de gaz, quelle que soit la production du pays, une entreprise peut faire beaucoup mieux. Mais plus précisément, quelles vont être les conséquences de la guerre en Ukraine sur les exportations de gaz de l'Afrique ? La production de gaz en Afrique devrait normalement profiter de la crise ukrainienne. Mais nous n'en profitons pas. Peut-être que nous pourrons encore inverser la donne. Il y a 15 ou 16 ans déjà, nous avons vécu ce genre de crise, vous savez, l'importation du gaz de la Russie vers l'Europe, dont les Européens se plaignaient. Et cela concernait les mêmes problèmes entre les Russes et les Ukrainiens. À partir de ce moment-là, on avait sur la table un plan d'exportation de gaz du Nigeria vers l'Algérie et vers l'Europe. Ce plan n'a jamais été activé. Les exportations algériennes vers l'Europe ont donc diminué. L'Algérie n'investissait pas autant qu'il le devrait. Et puis les Algériens consommaient plus de gaz. Donc, essentiellement, le seul pays qui pouvait exporter des volumes importants de gaz vers l'Europe ne le faisait pas. Et un pays comme le Nigeria, qui avait ce genre de volume dans ses sous-sols et qui pouvait exporter vers l'Europe, n'en faisait pas assez. N'en faisait même pas assez pour sa propre production de gaz domestique. Et c'est là où nous en sommes. Il n'y a pas eu d'infrastructure, il n'y a pas eu ce que vous pourriez appeler un effet déclencheur pour faire fonctionner les exportations de gaz, et le gaz n'a pas été correctement exploité par le continent. Donc, à court terme, nous n'allons pas y gagner. Mais les entreprises européennes qui travaillent en Afrique
peuvent faire livrer le gaz africain en Europe. Et elles y travaillent afin que cela fonctionne. Nous pourrions donc en profiter à long terme. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. L'Égypte ne peut pas. L'Égypte n'a pas le genre de volume pour livrer à l'Europe. Mais l'Égypte a l'infrastructure de livraison via la Méditerranée. Mais ils n'ont pas le volume. Le Nigeria a le volume, mais qu'en est-il de l'évacuation vers l'Europe? Alors que le Mozambique, par exemple, vient juste d'arriver sur le marché. La production commencerait avant 2025. Du gaz vient de Coral South au Mozambique à partir d'août 2022. Mais c'est un léger volume, un ruisseau. En additionnant, nous pouvons avoir un volume assez important. Mais à court terme, non, nous n'allons pas profiter de la crise. À long terme, peut-être. C'était Toyin Akinosho, éditeur de la revue Pétrole plus Gaz. Il parlait à notre correspondant à Lagos, Sharafa Abagoun. Une université de la cybersécurité pour tous les pays de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est pour l'an prochain si l'on en croit le gouvernement du Zimbabwe. Il travaille depuis 2019 à ce projet qui devrait proposer depuis Harare une formation hybride en présentiel mais aussi à distance pour les étudiants de l'Afrique australe. Il est très apprécié dans le monde entier, pourtant sa production stagne. Le miel est la première victime des épandages d'insecticides et d'herbicides ou encore du changement climatique. Sa consommation, plus prisée que jamais aux États-Unis et en Europe, est tributaire des importations. Un marché juteux dominé par la Chine, mais dans lequel l'Afrique est entrée sur la pointe des pieds, comme ici au Burkina Faso. Regardez. Le miel est l'un des produits les plus prisés sur le marché international. Face à une demande croissante, les producteurs africains sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette activité très lucrative. Exemple au Burkina Faso. Ici, comme un peu partout sur le continent, la production de miel est une activité traditionnelle, pratiquée dans presque tous les ménages en milieu rural. Au village, la production est sauvage. Pas besoin de nourrir les abeilles ni de les entretenir, pas besoin d'intrants non plus. Seul investissement, l'achat d'une ruche. Si la saison est bonne, nous gagnons 100 000 francs CFA. Et quand il n'a pas bien plu, nous nous retrouvons avec 50 000 francs CFA par an. Cela fait 15 ans que je produis du miel. Ça nous aide à payer la scolarité de nos enfants et à nous procurer de quoi manger. Parce que souvent, les récoltes ne suffisent pas. Le pays produirait 500 tonnes de miel par an. Une estimation seulement, car la filière n'étant pas vraiment structurée, difficile d'obtenir des statistiques fiables. Sur le terrain, des organisations se mobilisent pour inciter les populations à moderniser leurs activités. À Zignaré, la fédération des groupements Wenyam a distribué près de 2000 ruches modernes aux apiculteurs de la région. Cette ONG garantit aux producteurs des prix encore plus substantiels en apportant au miel sauvage collecté un traitement qui lui permet d'entrer directement dans les supermarchés des grandes villes. Nous essayons de placer par exemple ces produits-là dans les boutiques et même les grands magasins à Ouaga. Nous avons aussi des consommateurs privés au niveau local qui viennent pour des commandes, et sur le plan international même, je prends par exemple le cas de la Belgique où nous avons également des partenaires qui font des commandes, mais actuellement c'est au stade vraiment d'une consommation privée à leur niveau. Ce marché international pourrait rapporter gros justement, mais pour cela, le Burkina et les autres pays africains doivent d'abord professionnaliser une filière incapable pour l'instant de satisfaire les grosses commandes. Autre impératif, s'inscrire dans une démarche de qualité pour obtenir l'agrément de l'Union européenne, son plus gros client. En attendant la mise en place d'un label certifié, les initiatives de transformation locale du miel se multiplient pour répondre aux besoins des Burkinabés. Jacques Kouadima, ingénieur technologue, a fait du miel sa spécialité. Aujourd'hui, il possède sa propre ferme agroécologique à Nidungu, dans l'est du pays.
Nous ne faisons pas seulement que produire. Nous travaillons sur un plan transversal, c'est-à-dire que nous travaillons sur les technologies de production, les outils de production, l'amélioration des ruches, des équipements d'exploitation, etc., etc. Nous travaillons également sur l'acteur principal même, c'est-à-dire sur les abeilles, à savoir sélectionner les meilleures colonies pour avoir le plus de rendement. Nous avons par exemple beaucoup utilisé le miel et ses dérivés dans la production des cosmétiques. Les savons au miel, les pommades, les crèmes, les laits, etc., ainsi que certaines solutions pharmaceutiques. Conscients du fort potentiel du secteur, les pouvoirs publics se sont engagés à promouvoir ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire des produits autres que le bois, comme le miel. Défi principal, freiner la déforestation causée par les feux de brousse, mais aussi par l'utilisation d'herbicides et de pesticides. De vastes plans de reboisement d'arbres mellifères sont aussi envisagés. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 574. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quel a été le premier travail de Muriel Ongavou? Décorer une église, repeindre un salon de coiffure, décorer une banque. Deuxième question. Quel matériel est nécessaire pour l'apiculture? Des intrants, de la nourriture pour abeilles, une ruche. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 574, le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 573. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question, combien de paires de chaussures sont produites par jour par un artisan d'Azakuba? Réponse, 3 paires. Deuxième question, que vend Mohamed Noor? Réponse, des vêtements. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. L'écrivaine Annie Lulu, lauréate du prix Senghor du premier roman francophone, sera notre invitée. Et en attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site d'actualité africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.